que vous désirez recevoir le contenu en français ou en anglais? En français. Tout d'abord, bienvenue au cas de stratégie. Chaque équipe dispose de 24 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 12, les 7 et les 2 dernières minutes restantes, ainsi que les 30 dernières secondes. En ce qui concerne les 10 dernières secondes de la présentation, je vous ferai un décompte avec mes deux mains. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 24 minutes, elle sera interrompue afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 4 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Les 12 premières minutes de la présentation sont considérées comme étant protégées. Cela signifie que les équipes peuvent présenter sans se soucier d'être interrompues par les juges. Lors des 10 minutes suivantes, les juges ont la possibilité d'interrompre la présentation afin de poser des questions de clarification sur le sujet en cours. Pendant cette période, le voyant qui sur la première rangée à l'avant sera allumé. Le juge devra se limiter à 15 secondes pour poser sa question. L'équipe doit répondre à la question, mais peut ensuite continuer sa présentation sans attendre l'accord du juge. Les juges ne pourront pas poser de questions sur un sujet ayant déjà été couvert ou qui n'a pas encore été présenté. Ces questions devront être abordées durant la période des questions à la fin de la présentation. Les 2 dernières minutes de la présentation servent à conclure celle-ci et sont à l'abri des questions des juges. Veuillez noter que vous ne pouvez en aucun temps dévoiler le nom ou la provenance de votre université à risque d'être disqualifié. Je vais maintenant laisser les juges se présenter et vous pourrez ensuite débuter votre présentation. Bonjour, je m'appelle Marie-Claude Morin, je suis journaliste au Journal de la Presse. Bonjour, Sylvie Perron, directrice générale au Centre Les Rivières. Michael Rogers, vice-président régional, vente et recrutement pour le réseau SFR. Georges Pach, chercheur à l'Institut de chez SFR. Martin Poirier, responsable de la relève dans un centre financier SFR. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je me présente, Karine Millet, et je vais vous présenter également mes collègues. À ma droite, Audrey Lemay, et à ma gauche, Simone Blédardou. Ah, là-dessus. On est ici aujourd'hui pour répondre à un mandat que vous nous avez confié. Donc, tout d'abord, pour la présentation, comment ça va se passer? Ça va commencer avec une mise en contexte et ainsi parler aussi du mandat. Nous allons faire une analyse de l'entreprise. Nous allons aussi cibler les objectifs que nous avons déterminés. Ensuite, nous allons parler des solutions possibles avec le choix d'une solution qu'on va avoir choisie, puis comment on pense qu'on devrait l'implanter. Alors, pour vous mettre en contexte, nous venons ici à une époque où on sort d'une récession, la récession de 2008. Les taux d'intérêt sont très bas. Et dans le monde des assurances, dont votre entreprise SFL fait partie, c'est très difficile maintenant d'avoir un meilleur rendement sur les primes qu'on récolte. Donc, on n'a pas le choix d'augmenter justement ces primes-là, malheureusement, pour nos clients. Donc, c'est des années de vache maigre où les marges bénéficiaires sont comprimées. Et c'est beaucoup plus difficile, surtout avec la nouvelle concurrence, notamment grâce à la mondialisation. Donc, c'est toutes des choses à prendre en compte pour SFL, pour l'avenir, essayer de développer une vision qui pourrait lui permettre, en tant qu'entreprise, de rester au sommet et de continuer à croître. Et dans cet aspect-là, notre mandat, nous, aujourd'hui, c'est vraiment de vous fournir un plan d'action dans le but de s'adapter aux changements économiques et sociaux survenus au Québec et au Canada et à survenir dans les prochaines années. Donc, je vais prendre la parole. Je vais maintenant vous présenter l'analyse que j'ai faite de l'entreprise. Je vais commencer avec les forces. Pour ce que nous avons noté des forces principales, nous avons noté la notoriété de la marque avec Desjardins, aussi SFL, mais bien sûr avec le nom de Desjardins, ça apporte une grande notoriété à l'entreprise, surtout chez les Québécois, puisque Desjardins est une entreprise de taille ici au Québec. Donc, on parle aussi d'une économie d'échelle, ce qui représente un des principaux avantages, selon nous. L'accès à des spécialistes. Comme vous êtes une entreprise de taille, vous avez facilement accès à des spécialistes qui pourront aisément vous faciliter la tâche au cours de votre parcours. Et ainsi une sécurité. Donc, on parle ici de partenariat. Le fait de faire un partenariat, nous, on considère que ça vous procure une certaine sécurité qui représente un très grand avantage.
Les faiblesses que nous avons notées. Le taux de roulement élevé des conseillers. Dans le milieu bancaire, dans le milieu financier, des assurances, le roulement des conseillers, ça a toujours été très difficile. C'est comme ça, sauf que ça représente tout de même une faiblesse. Ensuite, la surcharge de travail pour les conseillers. Souvent, les conseillers travaillent auprès d'un très grand nombre de clients. On dit près de 1000, même parfois. Quand on fait seulement de la vente, 1000 clients, c'est quelque chose qui est très envisageable. Par contre, ce qui est difficile, c'est le service après-vente. Le manque de service RH, on a noté ça, comme une faiblesse, parce qu'on a pris conscience qu'il y avait comme un manque au niveau de la formation des employés. On disait que le directeur des ventes s'occupait de la formation des employés de RH, alors que nous, ce qu'on a noté, c'est que le service de RH devrait être fondé en sorte que ce soit lui qui assure la formation des nouveaux arrivants dans l'entreprise. Il devrait s'autosuffire auprès de la formation. Pour ce qui est des opportunités, nous avons noté des produits spécialisés pour les aînés. Au Québec, tout le monde est au courant, la population est vieillissante, on le sait. Donc, vraiment de se pencher auprès de cette population-là qui est très nombreuse, qui représente vraiment, c'est une richesse dans notre population. Il faut vraiment aller, aller de l'avant là-dedans. Puis je pense que c'est une opportunité pour les entreprises comme vous. Ensuite, la vente de fonds indiciels, cotés et exposition au marché mondial. Donc... Oui, bien ça, c'est... Avec, justement, on veut bénéficier des taux de croissance élevés en Inde, par exemple, ou en Chine, que ça atteint le 7, le 8 %, comparé ici, les pays occidentaux, où on a du 2, du 3 %. Puis c'est une façon un peu sans risque de pouvoir s'ouvrir au reste du monde, sans nécessairement essayer d'aller vendre des assurances, ce qui nécessiterait des nouveaux employés, toute une nouvelle culture, des nouvelles langues, des nouvelles lois, règlements. Donc nous, notre solution pour tirer avantage de la mondialisation, ce serait vraiment de mettre l'accent sur les fonds indiciels, et particulièrement les fonds indiciels composés d'actions de pays émergents. Ce qui serait une très bonne opportunité. Ensuite, nous avons noté plusieurs menaces. Donc, la concurrence des entreprises internationales. Qu'est-ce qu'on voulait dire par là? C'est surtout, dans le fond, les principaux concurrents qui sont les 3 lives. On parlait dans le texte que ces entreprises-là visaient à aller vers le marché mondial de plus en plus, ce qui représenterait pour l'entreprise une menace, puisque ces entreprises-là, qui sont vos concurrents, pourraient prendre de l'ampleur et ainsi devenir de plus grands concurrents qui pourraient représenter vraiment une menace. Donc, les sites de courtage à rabais, puis la compétition avec les conseillers de Financière Desjardins, puisque ceux-ci ont des conditions de travail qui sont un peu différentes et dans les temps qui courent, pourraient paraître plus avantageuses pour vos conseillers. Ouais. Parce qu'on a vu la migration de certains employés qui sont majoritairement en commission avec la SFL. Des fois, ils ont migré vers la Financière Desjardins où là, ils sont garantis un salaire fixe. Donc, c'est un problème à prendre en compte. Ensuite de cela, pour poursuivre, ce qui a trait aux objectifs, nous avons fixé, on pense que ce serait une bonne chose d'augmenter la rétention. On investit bien un 15 % sur une période de 2 ans. Ce 15 %-là, ce serait par année sur 2 ans. On pense aussi que ce serait une bonne chose de renforcer les centres de ressources humaines de l'entreprise parce que présentement, on sent qu'il y a peut-être une petite lacune par rapport au centre des RH. Puis augmenter les revenus de l'entreprise de 5 % puisqu'il y a beaucoup de compétitivité. Puis la tendance économique aussi qui est plus ou moins rentable pour le moment. Il faudrait trouver des solutions pour augmenter les revenus de l'entreprise. D'accord. Donc, pour les solutions possibles, je vais me lancer. Ce que nous avons dénoté, c'est, premièrement, la possibilité de se lancer sur le marché mondial, un peu comme aller de l'avant, faire comme les concurrents envisagent de faire, aller chercher des parts de marché. Ensuite, développer et investir sur le centre de ressources humaines. Mais attends, j'aurais quelque chose à rajouter par rapport à se lancer sur le marché mondial. Donc, ça serait vraiment une solution dans le but d'accroître les revenus. Ce serait d'ouvrir des centres de SFL
Ça pourrait être dans d'autres provinces du Canada, comme il y en a déjà, ou dans d'autres pays. Mais nous, on n'était pas sûr que c'était une bonne solution, mais on voulait quand même l'explorer. Mais comme j'en ai parlé brièvement, ça devient très compliqué. Déjà que SFL a un peu de la misère à garder ses parts de marché ici au Québec. On croit que c'est mieux de consolider d'abord au Québec avant d'essayer d'aller s'étendre dans d'autres pays, comme par exemple Chine, Inde, où la classe moyenne commence à demander de plus en plus des produits d'assurance. C'est vrai que c'est un marché super intéressant, il y a beaucoup de revenus à faire, mais ça pourrait être un très grand risque de perdre les acquis qu'on a déjà ici au Québec, que vous avez déjà au Québec. Pour enchaîner ce que tu dis, se lancer sur un marché mondial, ça devient quasiment une obligation aujourd'hui, étant donné que justement, étant une entreprise quand même importante, puis on veut rester dans la compétition, on voit que les autres entreprises vont de l'avant vers ces projets-là. Donc, si on veut rester à cette échelle-là, on n'a pratiquement pas le choix de s'orienter vers ce domaine-là. Mais comme mon collègue disait, au fil du temps, on va vous expliquer que c'est peut-être pas nécessairement la bonne solution sur le moment pour vous. Donc, je continue. On avait noté aussi, j'ai développé et investir sur le centre de ressources humaines. Si on a fait ça, c'est parce qu'on croit que le centre de ressources humaines est à la base d'une entreprise saine dans le sens où plusieurs lacunes pourraient être comblées de cette façon et les spécialistes en ressources humaines pourraient prendre une charge de travail supplémentaire et ainsi alléger la charge de travail de certains autres travailleurs au sein de l'entreprise. Ensuite, ça nous amène à lancer une nouvelle campagne marketing. Donc, ce qu'on a pensé pour essayer d'aller chercher, on a parlé de la population vieillissante. On croit qu'on devrait vraiment cibler cette population-là et aussi la population des jeunes familles. Donc, pour s'adapter à leur réalité, ces personnes-là, si on pense aux jeunes familles, souvent ils ont des enfants, ils ont besoin de gardiens. C'est des gens qui vont être plus difficiles à se déplacer dans des rendez-vous. Puis les personnes âgées, des fois, ils ont des problèmes avec la mobilité. Puis, fait qu'on pensait à tout ça, puis on s'est dit, pour la proximité, ça pourrait être vraiment intéressant d'offrir des rencontres à domicile pour certains clients. Ça crée vraiment un lien rapproché. Puis, il y a des personnes qui sont plus à l'aise avec le lien de confiance. On sait que c'est très important avec son conseiller. Puis, ça ne nécessiterait pas de gros investissements de la part de SFL parce que les employés, les conseillers ont déjà leur véhicule, donc ça serait plus des dépenses en termes d'essence. Puis on croit que ce serait vraiment une bonne façon d'aller chercher une clientèle qui grandit au Québec. Ensuite, nous avons trouvé une autre possibilité qui était d'innover sur le plan des outils technologiques. Comme aujourd'hui, la technologie prend de l'ampleur de jour en jour et que nos générations utilisent les outils technologiques sans cesse, sans arrêt, ça nous suit partout. Donc, on pensait offrir, offrir de nouveaux outils technologiques aux clients. On peut peut-être aller aussi de l'avant dans ce concept-là. Les outils technologiques, on avait sorti entre autres un service après-vente directement sur le site de l'entreprise. Donc à ce moment-là, ça serait déjà, étant donné qu'il y a déjà un site Internet, ce ne serait pas non plus une grosse dépense de devoir innover puis aller construire quelque chose de plus. Ça serait peut-être aller un nouvel onglet ou quoi que ce soit. À ce moment-là, il faudrait envisager les possibilités. C'est vraiment dans le but d'alléger la tâche des conseillers. Donc, on aimerait ça parce que, comme c'est là, Audrey disait, des fois, ils se ramassent avec 1000 clients. Puis, quand il faut les appeler pour leur demander s'ils sont satisfaits, ça fait une liste de téléphone à plus finir. Puis, ça serait vraiment intéressant à place automatiser puis centraliser un système. On pourrait penser à des outils technologiques comme, par exemple, le clavardage en ligne. Donc, il pourrait aller directement sur le site, les clients pour clavarder avec une personne. Rajouter des personnes au centre d'appel pour tout ça dans l'optique d'alléger la tâche des conseillers pour augmenter notre taux de rétention, car on voit qu'ils sont vraiment surchargés. Ça permettrait aussi à ce moment-là de garder aussi notre clientèle qui va peut-être vers plus tout ce qui est niveau informatique, qui vont vers d'autres entreprises, parce vous pourriez offrir ce service-là à ce moment-là. Donc, ceux qui étaient déjà en place avec vous pourraient rester, puis peut-être que ça inciterait aussi à d'autres personnes de venir aussi dans votre secteur. Puis finalement, on voulait promouvoir l'investissement à long terme dans les fonds indiciels. Donc, comme on en parlait un peu à l'ouverture, c'est vraiment une voie d'avenir pour l'investissement, à mon avis,
parce que, en plus, ça allégerait encore plus le travail des conseillers. Parce que ce n'est pas des véhicules d'investissement qui sont très compliqués, c'est conçu pour monsieur, madame, tout le monde. Puis, si vous n'êtes pas familier avec les fonds indiciels, c'est un regroupement d'indices. Pas d'indices, c'est un regroupement d'actions qui suit un indice. Donc, par exemple, le S&P 500 aux États-Unis. Et puis, ça permet une grande diversification parce qu'il y a beaucoup de titres qui sont compris dans le fonds indiciel. Donc, pour un conseiller, de conseiller justement ce véhicule de placement-là à une personne, tout d'abord, c'est simple à expliquer parce que c'est un concept assez clair. Ça permet à la personne, au client, d'avoir une bonne diversification, de sauver sur les frais de transaction. C'est sûr qu'un côté négatif, par exemple, pour votre entreprise, ce serait de perdre justement des commissions sur les frais de transaction parce qu'on parle d'investissement à long terme. Donc, c'est un minimum de 10 à 15 années qu'il faut placer l'argent dans les fonds indiciels. Sinon, on s'expose aux fluctuations de la bourse passagère à 1 et 2. Oui? Comment SFL va faire de l'argent en vendant des fonds indiciels? Est-ce qu'il n'y a pas de commission? Oui, bien, il y a la commission sur le placement initial. Vous voulez dire qu'il n'y a pas de commission? Mais comment SFL va faire de l'argent en vendant des fonds indiciels? OK. Bien, en chargeant une commission, tout d'abord au départ, quand on place l'argent, puis à la sortie, mais aussi, j'avais pensé à un pourcentage de l'actif, comme c'est fait dans les fonds communs, puis dans les fonds indiciels aussi, également. Donc, c'est vraiment une voie d'avenir, à mon avis, pour l'investissement, puis pour les clients. Donc, ce qui a trait au choix de la solution, nous, on est allé dans le concept qu'on mettrait peut-être de côté l'expansion au niveau mondial, puisque ce qu'on a cerné surtout, c'est plus des problèmes au niveau des RH. On croit que l'entreprise, elle aurait besoin comment dire, se stabiliser dans solidifier son centre RH, en fait. Solidifier l'organisation des ressources humaines de l'entreprise. Exactement. Parce que c'est important d'avoir les pieds solides avant d'aller vers de l'avant, vers la mondialisation, puisque on pense que si jamais vous allez à l'extérieur tout de suite, puis que les bases sont pas assez solides, si jamais il arrive quelque chose à l'extérieur qui ça ne fonctionne pas, ça risque aussi de faire la même chose ici. Pour pouvoir prendre le contrôle ailleurs, il faut prendre le contrôle dans notre pays, notre province. Pour enchérir ce que Karine est en train de dire, ce qu'on avait pensé, en fait, c'était une solution en 2 phases. Mais aujourd'hui, ce qu'on vous proposerait, c'est la première phase, la phase 1, qu'on avait planifiée sur une durée de 2 années. Donc, ce qu'on parlait, c'était de développer et investir le centre de ressources humaines, solidifier le centre RH, parce qu'on pense que ça pourrait faciliter la charge de travail de certains de vos travailleurs qui sont les conseillers, vos directeurs, faire une meilleure répartition des tâches. Ainsi, faire de la rétention pour diminuer les coûts reliés au recrutement des conseillers. Les coûts que l'entreprise engendre en faisant le recrutement sont très élevés. On pense qu'en maximisant la rétention des employés, on pourrait diminuer ces coûts-là et investir ailleurs. Donc ensuite, on voulait innover sur le plan des outils technologiques. Excusez, juste sur le centre RH, est-ce qu'il serait responsable de l'embauche des nouveaux conseillers ou ça serait quoi la Exactement. Nous, ce qu'on souhaiterait pour votre entreprise, ce serait que vous ayez un centre RH avec des rôles très précis pour chaque membre, que ça soit vraiment hiérarchisé, en fait, que chacun ait son rôle précis, puis que l'embauche de chacun des membres de l'entreprise soit supervisée par un conseiller RH, un directeur RH. Et un des problèmes qu'on a identifié, c'est que le directeur des ventes n'avait plus le temps de faire la formation de ses conseillers parce qu'il était toujours en train d'en réengager d'autres à cause du taux de rétention qui n'est pas assez élevé. Donc, d'où l'intérêt du nouveau centre RH pour que sa tâche à ce centre-là soit justement le recrutement. Donc ensuite, on désirait innover sur le plan des outils technologiques, comme mon collègue disait tout à l'heure. Instaurer sur votre page web un service après-vente qui pourrait faciliter ainsi le travail des conseillers qui se chargent du service après-vente, mais parfois les clients ont besoin d'un service après-vente qui pourrait être simplifié via Internet, via nos cellulaires, on pense que ça pourrait être plus accessible, plus facile pour le client d'aller se référer sur Internet ou d'appeler tout simplement avec un service en ligne, d'appeler une téléphoniste qui pourrait avoir accès à notre dossier, répondre à nos questions.
Et si jamais le besoin il est vraiment, prendre rendez-vous avec notre conseiller. Comme ça faciliterait le travail des conseillers qui souvent sont surchargés parce que des clients peuvent se présenter à l'improviste, peuvent appeler n'importe quel moment. Le service après-vente, c'est tout le temps. Ça peut changer, ça fait en sorte que leurs horaires de travail sont très variés. On pense qu'en offrant aux clients un service après-vente Internet sur votre page web, ainsi qu'un service en ligne via le téléphone, pourrait ainsi alléger la tâche de travail des conseillers. Puis, promouvoir l'investissement à long terme dans les fonds indiciels, c'est plus mon collègue qui pourrait vous en parler. Oui. Comme on en parlait, c'était d'aller chercher une part du pourcentage de l'actif, parce que c'est de la gestion passive, donc il n'y aura pas beaucoup de frais de gestion, il n'y a pas beaucoup d'argent à aller faire là. Mais c'est de construire un gros fonds qui pourrait être associé à SFL et de charger un pourcentage de l'actif là-dessus. Puis ça va libérer beaucoup de temps pour les conseillers parce qu'on ne fera pas de la micro-gestion, on ne va pas construire un portefeuille spécialisé à chaque personne. On pourrait vendre des produits clés en main qui sont très très diversifiés puis assez sécuritaires, surtout sur le long terme. Plus on étire, plus ça devient sécuritaire. Puis les rendements sont excellents comparés par exemple à d'autres véhicules comme les obligations qui sont historiquement environ à 4 %. Oui. Est-ce qu'il faut continuer à vendre des fonds communs? Bien, c'est sûr que les fonds communs, personnellement, mon avis, c'est que c'est un peu malsain parce que il y a le côté que si une personne vend son actif, ben le fonds, parfois, ils n'auront pas le choix de vendre immédiatement des parts à la bourse, même si ce n'est pas le moment propice des ventes. Donc, ça influence non seulement le rendement négativement de la personne qui retire son fonds, mais de tout le monde aussi. Puis aussi le fait que des fois, il y a tout l'argent dans le fonds mutuel commun classique. Que oui, le gestionnaire de fonds va investir dans ses actions, les premières, celles qu'il préfère, mais il n'aura pas le choix d'aller aussi acheter dans son deuxième choix, troisième choix, quatrième choix, ce qui diminue encore le rendement. Tandis que le fonds initial, vu qu'il est coté à la bourse, mais quand on le vend à une autre personne, donc il n'y a pas de perte de rendement, pas besoin de vendre d'actifs. Donc c'est des problèmes qu'on n'a pas avec les fonds initiels. Pensez-vous que les fonds indiciels conviennent avec la clientèle plus âgée? Bien, c'est sûr qu'on parle d'investissement à long terme, puis pour les personnes plus âgées, un fonds plus d'obligations où on sécurise l'argent, on a moins besoin de retirer, puis on cherche moins un revenu, on cherche plus de la sécurité finalement dans son argent. Mais je pense que ça convient, parce que même quand on prend sa retraite, supposons à 55, 60 ans, on peut avoir des projets à long terme, par exemple acheter un motorisé, acheter un chalet, faire un grand voyage. Ça peut être un projet qui s'étire sur une dizaine d'années. Puis dans ce cas-là, je pense que ça s'appliquerait. Également, pour enchaîner ce que tu dis, on sait également que la population devient de plus en plus riche, une augmentation de la richesse. Donc, c'est sûr qu'en ayant aussi quand même un grand portefeuille, des fois, c'est possible pour ces gens-là d'aller soit placer ou investir dans quelque chose. Pour enchérir aussi, par rapport à votre question, oui, la population vieillissante, mais je crois que les fonds indiciels vont aussi être avantageux pour les jeunes familles, puisque eux vont faire des placements à long terme, puis ça va vraiment plus leur être valable. C'est aussi une population que vous pourriez aller de l'avant avec eux, parce que c'est une population qui est existante. Justement, la population au Québec est de plus en plus riche, donc même les jeunes familles aujourd'hui font des placements. Je pense que ça pourrait être quelque chose d'intéressant de leur offrir ce produit-là. Puis, pour continuer avec mon projet à 2 phases que je vous parlais tout à l'heure, nous, on vous parlait surtout aujourd'hui de la phase 1 parce qu'on pense que c'est là-dessus qu'on doit se concentrer pour les 2 prochaines années. Atteindre les cibles, puis ensuite revisiter l'option de se lancer sur le marché mondial. Mais ça, c'est la phase 2. Vraiment, ça serait à revoir, à réévaluer après la phase de 2 ans qu'on vous propose. On a également décidé de faire un mix de les dernières possibilités, puisqu'on trouvait que ça avait avantage de faire un peu un compromis de ces options-là plutôt que d'aller seulement vers une option. À ce qui est trait à l'implantation, on a fait un petit budget avec des montants approximatifs. Ça peut être révisé facilement. Tout d'abord, la publicité campagne de fonds indiciels, c'était d'adapter votre message publicitaire que vous avez en ce moment, de l'adapter pour inclure l'aspect proximité qu'on veut prôner, l'aspect le conseiller qui se déplace à la maison, qui crée un lien avec les personnes âgées, avec les jeunes familles. Donc, on avait planifié un montant de 25 000 $ pour cette publicité-là, adapter un message.
Puis on aimerait ça l'étendre sur les 3 premiers mois. Oui. Est-ce que la campagne de publicité porte sur le fonds initial ou sur la proximité? Là, ce serait... Pardon, j'avais pas vu, je suis désolée. D'accord. Puis ensuite de ça, on avait un budget pour la réorganisation de la formation de la RH. C'est surtout pour les habituer à fonctionner avec les nouveaux outils technologiques qu'on veut instaurer. Donc le clavardage en ligne, comment faire des scripts d'appel aussi pour appeler les personnes pour le service après-vente. Il y aurait aussi probablement des embauches à faire avec ce budget-là. Donc ça, on voulait l'étirer sur 2 ans. En fait, désolée de t'interrompre, je voudrais juste préciser, le budget qu'on a mis ici ne comprend pas les embauches de personnel. Ça comprend seulement la réorganisation et la formation prévue. L'embauche de personnel, on a décidé de ne pas l'inclure parce qu'on n'était pas au courant, en fait, des postes à combler. Comme on avait peu de temps aujourd'hui pour évaluer la demande, c'est difficile de s'imaginer combien d'embauches on devrait faire pour réorganiser le centre RH. Donc, on s'est dit que pour le budget du centre RH, ainsi que pour la publicité, les outils technologiques, en fait, on y allait vraiment budget. Puis pour la réembauche de nouveaux personnels, ça serait vraiment à évaluer. Il faudrait vraiment faire affaire avec une évaluation de consultant. Donc, en conclusion, ce qu'on pourrait dire, dans le fond, c'est qu'avec la situation économique actuelle, puis la situation aussi dans cette année. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'aimerais connaître en fait la stratégie de l'entreprise, parce que je n'ai pas bien perçu. La stratégie de l'entreprise, c'est quoi exactement? Notre solution? Non, le type de stratégie que vous avez utilisé, c'est quoi exactement? Le type de stratégie, vous voulez dire... en fait, nous, ce qu'on proposait, c'était vraiment de foncer et d'instaurer, de réorganiser le centre RH en premier plan. Vous voulez dire un type, vous voulez que je vous nomme une sorte? Il y a plusieurs éléments. On a des stratégies marketing, de promotion. Je ne sais pas si c'est dans cette optique-là votre question, par rapport au département, par rapport... En fait, vous avez des stratégies... c'est des stratégies... Vous avez des stratégies fonctionnelles, des stratégies corporatives, des stratégies d'affaires. J'aimerais savoir exactement où est-ce que vous vous situez dans cette stratégie. Ce qu'on a fait, nous, aujourd'hui, c'est qu'en temps normal, oui, on choisit un type, on y va avec un type. Ce qu'on a fait, nous, aujourd'hui, c'est qu'on avait ciblé plusieurs petites lacunes. Puis, on a voulu faire vraiment différent. On a voulu vraiment foncer, aller de l'avant, choisir de combler ces lacunes-là. Donc, aujourd'hui, on n'a pas seulement un type, on en a plusieurs. On a fait un mix. On a vraiment décidé de prendre plusieurs solutions, puis d'en faire toute une. Donc, au niveau de la structure, que les fonctions aussi des départements. De ce fait-là, peut-être que c'est une exception, mais on ne propose pas seulement un type. Aujourd'hui, on en a proposé comme 3 solutions qu'on disait sur 2 ans, faire un plan d'action sur 2 ans. Puis, comme mon collègue disait, là, on a autant du marketing que de tout le reste. Là. Ça serait ressources humaines, c'est vraiment de la restructuration d'entreprise. C'est varié. Vous parliez d'une campagne marketing, pardon, vous avez parlé de promouvoir les nouveaux fournisseurs, même les services à domicile, c'est un peu, mais il y a quand même 2 types de clientèle. Exactement. Comment vous la voyez, votre campagne marketing? Est-ce que vous voulez répondre? Vous parlez de la campagne proximité, bien, on la voit, on voulait surtout mettre l'accent sur le fait que le conseiller est proche, sur la confiance, sur la facilité d'accès au conseiller. Il est facile à rejoindre, il peut venir chez nous. Puis on pense que c'est une bonne façon de recruter de nouveaux clients. Ça va être autant combler les gens qui sont les jeunes familles, par exemple, qu'il y a des jeunes mères, exemple, qui sont avec leurs enfants, qui ont des horaires, autant que la mère que le père travaillent. Donc, des fois, on a des horaires difficiles, qu'on a de la misère à avoir des rendez-vous. Donc, ça pourrait être une solution pour ceux-ci. Puis également, ça touche autant aussi la population plus vieillissante, qui eux ont besoin de justement la sécurité, de proximité. Puis on trouve que c'est une belle façon aussi qui fait partie des valeurs de la proximité, tout ça. Puis ça fait vraiment un lien de confiance. Donc on pensait que ça serait une
bonne idée d'avoir ce lien-là pour faire la promotion. Si je peux me permettre de parler un peu de mon expérience personnelle, pour avoir travaillé un peu dans les institutions bancaires, je pense que les clients, ce qu'ils recherchent vraiment, c'est un conseiller de confiance avec qui ils vont se sentir un peu complicité. Les clients aiment avoir un sentiment de confiance envers leur conseiller. Puis je pense que c'est surtout vrai chez les personnes aînées qui ont besoin d'une sécurité. Souvent, ils ont plus de craintes, c'est plus difficile pour eux de se déplacer. Ainsi que pour les jeunes familles, c'est pas toujours évident pour une jeune mère de famille de se déplacer avec ses 3 enfants, de se présenter pour son rendez-vous. Donc, on pensait vraiment comme valoriser la proximité des conseillers qui se déplacent, qui vont directement chez ses clients, qui proposent des produits plus simples, plus faciles, plus accessibles pour justement les familles plus jeunes qui ont des enfants qui ne sont pas nécessairement à l'école, c'est plus difficile pour eux de prendre des rendez-vous, d'avoir des disponibilités, puis aussi pour les personnes âgées qui, justement, ont parfois des difficultés à se déplacer, parfois qui ont plus de craintes. Je pense que c'est l'aspect plus familial, plus on est près de nos clients. Merci.